Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est, première émission, Mika parle de paranormal. Désolé pour le retard, je sais, 10 minutes de retard, donc je m'excuse. Mais il s'est passé pas mal de choses, c'était compliqué, la préparation. On a eu beaucoup de problèmes techniques, qu'on a enfin résolus. Et enfin, on est là. Donc pour la grande première, donc bonsoir à tous, bonsoir Clément, bonsoir Aurélie, bonsoir à IceTGFQ. Hello Inès. J'espère que vous allez bien. Et vous le savez déjà évidemment, mais l'image qui est derrière moi, vous le voyez, je ne suis pas tout seul dans cette émission. Je prépare d'ailleurs l'équipe qui n'est pas encore avec moi. Là, je baisse juste le son. Et on va commencer. On va commencer par accueillir Henning qui m'accompagne à l'animation. Donc qui est une ancienne chroniqueuse à BTLV. Et Henning, est-ce que tu es là? J'espère. Yes, ça fonctionne. Yes. Comment tu vas? Ça y est? Ouais. Alors, juste, avant de commencer l'émission et avant d'accueillir la troisième personne qui fait partie de l'équipe, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs? Ok, bah voilà. Donc, du coup, la première présentation est faite, mais tu n'es pas toute seule dans l'équipe, on n'est pas que deux. On a éventuellement, on a le doc qui est avec nous. Est-ce que le doc est là? Comment vas-tu? Alors par contre, attendez voir, on a peut-être un petit peu peint. On a Jordan qui dit « Je l'entends pas ». Alors qui tu n'entends pas? Alors est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce que vous entendez évidemment ma voix, mais aussi celle de mes acolytes, donc du doc et d'Henning? Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça fonctionne bien ou si on a encore un petit problème technique inattendu. Bonsoir, la seule personne qu'on entend c'est toi. Ah oui, bah oula. Effectivement. C'est corrigé, je m'en excuse, donc on va recommencer rapidement. Il y avait une case qui n'était pas décochée, je m'en excuse. Là du coup, voilà, donc comme je l'ai dit, je ne suis pas tout seul, donc on accueille du coup, on réaccueille Henning, qui est mon acolyte à l'animation. Salut. Donc rebonsoir. Et du coup, bah, je te laisse te présenter à tout le monde encore une fois. Voilà, donc là c'est bon a priori? C'est bon à 100% même. Ok, super. Bah écoute, donc comme je disais, déjà bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir. Donc moi, je suis quelqu'un qui est avant tout passionné par tous ces sujets, paranormal, le mystère, l'inexpliqué. Comme tu l'as dit, j'ai été pendant un moment sur BTLV. Et puis bah après, dans ma vie, principalement, je suis hypnothérapeute en hypnose spirituelle. Voilà. Voilà, et tout le monde t'a enfin entendu ta sublime voix. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben on n'est pas que deux dans l'équipe. De toute façon, vous voyez une troisième personne avec nous dans le visuel de l'émission. On a le doc. Est-ce que le doc, tu es là? Oui, bonsoir, je suis bien là. Bonsoir à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde t'entend, je te rassure. C'est bon, ça super. y est. Bah du coup, je te laisse te présenter à ton tour. Alors, moi je suis aussi dans le domaine du paranormal. J'ai une équipe aussi avec laquelle je travaille sur certaines investigations. Je suis magnétiseur, radiesthésiste, donc c'est un milieu que je connais assez bien. Et je vais vous laisser découvrir un petit peu ça tout au long de ces émissions. Voilà, les présentations sont enfin faites. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, l'émission est une émission de débat au sujet de l'univers, du surnaturel, du paranormal. C'est pour ça que je ne suis pas seul, parce qu'on va débattre tous ensemble. Vous allez aussi débattre avec nous, soit dans les commentaires, du moins dans le chat,
Mais vous pouvez aussi interagir avec nous et participer au débat de vive voix. C'est pour ça qu'on a aussi Antoine, qui est l'homme de l'ombre, et qui se chargera de vous. Donc pour participer à l'émission, c'est extrêmement simple. Il suffit de venir intégrer le Discord Exploria. Pour ceux qui ne connaissent pas les liens, tout simplement vous demandez dans les commentaires à Antoine. Il mettra tout dans les commentaires, il s'occupera de vous. Si vous avez une opinion à donner suite au débat, tout simplement, de l'émission. Et puis voilà, donc vous pouvez. Et sinon, c'est une chose que vous pouvez faire aussi, concernant la dernière partie de l'émission. Il y a la libre antenne, dans laquelle vous allez pouvoir partager avec nous, même tous ensemble, des anecdotes vécues au sujet du paranormal, des phénomènes, ou tout simplement des questions à poser à l'équipe. Donc ça, vous pourrez le faire durant la libre antenne, et pour ce faire, tout simplement, il suffit de remplir un formulaire Google. Pareil, Antoine mettra tous les liens dans le chat. Vous pouvez vous inscrire pour la libre antenne durant toute l'émission. Et premier débat, pour le coup, un débat qui est assez attendu par toute la communauté, parce que chaque semaine, vous pouvez voter via les réseaux sociaux pour les débats de la prochaine émission, et il s'agit du Ouija, tout simplement. Et là, grand sujet. Et grand sujet qui fait débat, tout simplement. C'est ça, exactement. Qui divise même. Qui divise, qui crée des polémiques. C'est toujours la même chose avec le Ouija. Alors la première polémique la plus connue, c'est est-ce qu'on dit le ou la Ouija? Et on a trouvé la réponse, c'est le Ouija. Comme ça, vous le savez. Et évidemment, première question. Merci le doc. Ouais, merci le doc. Est-ce que vous y croyez au Ouija? Est-ce que pour vous c'est juste une pratique de charlatan, ou est-ce que c'est vraiment une pratique qui fonctionne? Est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et déjà, est-ce que dans l'équipe vous y croyez? Alors, les origines... Ah, vas-y, je t'en prie, Henning. Non, vas-y, c'est ce que j'allais te dire, que je te laissais la primeur. Alors, les origines de la planche de Ouija remontent à déjà il y a plusieurs centaines d'années, puisque on l'a vu apparaître déjà en 1800, où on essayait de l'utiliser comme moyen de communication avec les défunts. Après, effectivement, les avis sont suffisamment partagés sur le Ouija, puisque certains l'utilisent de manière, j'ai envie de dire, ludique, de façon à jouer avec, peut, selon moi, être un peu dangereux, même très. Et d'autres l'utilisent de manière à communiquer aujourd'hui ouvertement avec les défunts. Donc il y a vraiment deux écoles là-dessus, et c'est intéressant qu'on puisse ouvrir le débat sur ce sujet. Et du coup, Henning, quel est le fond de ma pensée à ce niveau-là? Le fond de ma pensée, écoute, moi j'ai testé à plusieurs reprises des expériences concluantes et non concluantes. J'ai eu des expériences concluantes, donc qui m'amènent à trouver que c'est un outil qui peut être intéressant pour discuter, c'est toujours marrant de dire ça, pour prendre contact avec des défunts, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites précautions à avoir et que c'est pas un jouet, quoi, très clairement. Et du coup, dans les commentaires, parce que vous l'avez, n'hésitez pas à le dire si vous y croyez ou pas. On aimerait voir votre fond de votre pensée, pardon. Hello Sylvie, et on a quand même un commentaire pertinent, c'est que le doc a la voix de Bruce Willis. C'est quand même pas mal. C'est vrai, il a une très belle voix. Il a même la voix du doc un peu, non? Ouais, moi je trouve qu'il porte bien la voix du doc. Il la porte vraiment bien pour le coup, franchement. Et pour ceux qui ont vu Fun Game, le film Fun Game, je trouve qu'il a exactement la voix là. Ou alors il y en a qui disent aussi Jean-Luc Delarue. Ça, après, c'est une question de point de vue. J'ai entendu ça il y a quelques années lors d'une émission, justement. Et du coup, pour revenir au grand débat du Ouija, c'est vrai que ça fait fortement débat pour le coup, parce qu'on voit pas mal de choses à ce sujet, des vidéos, des histoires aussi. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui nous relatent avoir vécu des expériences, donc c'est vrai que c'est assez pertinent pour le coup. Donc, c'est vrai qu'il serait intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui ont eu l'occasion de pratiquer sur le Ouija. Moi, je l'ai fait moi-même il y a quelques années. J'ai vu ce que ça pouvait faire. Alors, en l'occurrence, on peut travailler soit avec la goutte, soit elle a été pratiquée avec des verres pour certains. Ouais. Et il y a toujours une importance à suivre, toute une organisation par rapport à la Ouija. Il faut savoir déjà se protéger au départ. Enfin, Ouija, il faut savoir se protéger déjà au préalable.
mais il faut faire attention à comment on ouvre une session et surtout comment on la ferme. Et c'est vrai que ce serait intéressant qu'on puisse échanger avec des gens qui ont déjà participé là-dessus. Ah non, vas-y, finis, oui. Parce que on peut s'apercevoir de beaucoup de choses. Alors certains y croient, d'autres qui n'y croient pas. Et je vois marqué trop dangereux, Louisa. Oui, effectivement, ça peut être dangereux. Mais si vous voulez nous dire un peu si vous avez une expérience par rapport à ça, ce serait avec grand plaisir. Ouais, mais quand vous dites que vous y croyez, voilà, justement, dans le commentaire, n'hésitez pas à approfondir. Hein, justement, on partagera avec vous et on répondra. Vas-y, Ning. Non, comme il dit, effectivement, c'est soit avec la goutte, soit avec les verres. Et moi, la première fois que je l'avais fait et que ça avait, entre guillemets, fonctionné, c'était justement avec un verre. Et puis, tu sais, vraiment, avec les feuilles de papier, on n'avait pas du tout la table ce jour-là. Et on l'a vraiment pas fait dans les bonnes conditions, puisqu'on sortait de table, on avait un peu trop bu, je pense. Donc, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Mais c'est vrai que ça avait été une expérience assez... En fait, c'était drôle parce que c'était assez bluffant d'un côté, parce que tu vois quand même un verre... tu te dis, bah, le verre bouge, quoi. Comment ça se fait? Et en même temps, c'était dans une ambiance finalement très naturelle. Hein. Donc, le côté... Les gens qui en ont peur, personnellement, pour l'avoir fait quand même 2-3 fois... Il n'y a rien qui fait vraiment peur si quand même comme le dit le doc, tu ouvres correctement ta session et tu fermes correctement ta session. Enfin, moi, pendant mes séances de Ouija, il m'est rien arrivé de particulier. Hein. D'effrayant, en tout cas. Ouais, moi, ma bonne surprise, j'ai eu l'occasion une fois de le faire, alors que c'était vraiment pas... C'est pas une chose que j'affectionne, hein, de toute façon, ce genre de choses, personnellement. J'arrive pas à me faire d'avis. J'arrive pas, parce qu'il y a plein de théories là-dessus. Sur le côté ça fonctionne, ou alors des liens avec l'aspect cognitif, tout simplement de notre cerveau, de notre j'ai plus le nom, j'ai plus le terme exact, mais l'inconscient, voilà. Et c'est vrai que j'arrive pas à me faire d'avis. Et c'est vrai que on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout, des personnes qui ont testé, qui s'est rien passé, surtout beaucoup de personnes aussi qui disent qu'il s'est passé beaucoup de choses assez effrayantes. Et du coup, je sais pas si le doc, toi, donc... avec ton métier, si tu as reçu pas mal de personnes qui avaient des problèmes vis-à-vis du Ouija. Alors le problème du Ouija, justement, c'est que, je suis en train de le lire dans certains commentaires, c'est que ça va permettre d'ouvrir certaines portes. Et on ne sait pas à qui on ouvre ces portes, et c'est là que ça peut créer des problèmes. Il faut savoir quand même que c'est une pratique qui a été rendue, qui a été fortement déconseillée dans les religions, hein, puisque c'est considéré aujourd'hui comme l'ouverture aux portes à la démonologie et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est une pratique qui a quand même été condamnée par un pape, hein, le pape Pie X en 1910, parce que ils avaient la notion de se dire qu'aujourd'hui communiquer avec des défunts c'était quelque chose de risqué, et qu'aujourd'hui la première porte à qui on ouvrait c'était au mal et au diable. Donc après il faut avoir cette notion de croyances, de bas astral, de choses qui peuvent être très négatives. Et dans tout ce qui nous a été reporté à travers les films, à travers toutes les lectures qu'on peut avoir, c'est que très souvent, ce qu'on attire dans une séance de Ouija, c'est pas forcément quelque chose de positif. D'ailleurs, on a un commentaire qui vient d'arriver, je sais pas si vous le voyez, d'Emmanuel, qui n'est pas d'accord avec nous. Moi, du moins, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit, hein, que c'était systématiquement de mauvaises expériences. Hein. Je parle juste pour moi personnellement, vu que c'est moi qui en ai parlé, de personnes dans mon entourage ou avec qui j'ai discuté. Voilà, la plupart m'ont déconseillé. Donc voilà, c'est pas une vérité. Hein. Tout ce qu'on dit n'est pas une vérité, qu'on soit bien d'accord. C'est bien une émission de débat. On n'affirme rien. Le but justement, c'est d'échanger entre l'équipe et vous aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Et tout simplement, ce qu'elle a dit, c'est qu'à plusieurs reprises, ça s'est bien passé. Jusqu'à la fois où ça a dégénéré avec un mauvais esprit, qui, je suis sûr, est resté chez moi après, malgré avoir cassé le verre et brûlé les lettres. C'est possible? Ouais, je veux dire, c'est la première fois que ça va aussi loin sur ce qu'on me dit à ce niveau-là. La problématique aujourd'hui, c'est que quand alors moi je l'ai vu, hein, un verre qui explosait en pleine session de spiritisme, hein, puisqu'on peut appeler ça comme ça aussi. Le problème, c'est que quand le verre se brise, on n'a pas eu le temps de fermer la session. Et si on ne ferme pas la session, il est très souvent possible que l'entité ou l'esprit qui est appelé à ce moment-là reste coincé sur le lieu où la séance est menée. C'est pour ça que très souvent, il est déconseillé de faire ça chez soi,
et il vaut mieux le faire dans un endroit extérieur. Alors bien sûr, à bannir les cimetières, c'est un endroit où il faut pratiquer ce genre de choses. Mais il vaut mieux être en extérieur et dans un endroit calme, retiré, pour être sûr qu'au cas où ça se passerait mal, ce soit coincé chez vous ou que ça s'accroche à vous. Ok. Et toi, du coup, Ennick, t'as eu aussi des personnes comme ça dans ton entourage ou... Qui ont eu une mauvaise expérience. Bah, Ouais. écoute, la fois justement où on avait été après le dîner, on était un petit groupe d'amis. En fait, je sais plus comment on en était arrivé à parler de ça. Et t'as une des personnes dans le groupe qui nous disait, bah, écoute, voilà, il y a Isabelle qui est là, et avec Isabelle, ça marche à chaque fois. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de tester, puis j'avais pas eu l'occasion. Donc du coup, on s'est dit, bon bah tiens, puisqu'Isabelle est là, on va le faire. Et cette personne en question, elle a refusé de le faire. Elle n'a pas voulu participer parce qu'elle a dit que la dernière fois qu'elle avait participé à une séance de Ouija avec Isabelle, en allant se coucher, elle nous avait raconté qu'elle s'était retrouvée, elle avait un collier autour du cou qui s'était mis à la brûler. Je crois même qu'il avait bougé ou tourné, mais en tout cas, c'était surtout une sensation de brûlure et qu'elle avait pris tellement peur que depuis, elle n'a plus jamais voulu refaire de séance de Ouija. Donc ça, c'est la seule chose négative que j'ai pu entendre personnellement, hein, parce que je sais bien qu'il y a d'autres témoignages, mais personnellement sur le Ouija. Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, j'en ai fait 2 et il n'y a rien eu de... C'est rien passé de... de particulier, de grave, quoi. Hein. Et tant mieux pour toi. Et tant mieux. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai Malheureusement, Après, c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Très souvent, ça risque de dégénérer. Faut faire vraiment attention avec ça. Après, il faut dire que les autres fois, bon, je sais pas si c'est ce qui a permis ça, mais je l'ai toujours pratiqué avec des médiums pour le coup. Tu vois, la fille en question, la Isabelle, elle était quand même pas médium professionnelle, mais bon, elle savait quand même ce qu'elle faisait. Et toutes les autres fois, c'était avec des médiums. J'étais pas toute seule. Donc j'étais avec des gens qui savaient quand même un minimum ce qu'ils faisaient. Hein. On a Je carrément... voudrais rebondir là sur le Ouais. message d'Olivier là, Ouais, que je justement, viens de tu voir fais bien. arriver sur le chat. Effectivement, Olivier a raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si sur une séance de Ouija, une personne est en fragilité, on appelle une personne en fragilité une personne qui va avoir effectivement des tendances dépressives ou qui va être très fatiguée ou qui va avoir, j'ai envie de dire, une faiblesse de cœur. Quand je dis une faiblesse de cœur, je parle pas forcément du cœur physique, mais je parle aussi du cœur émotionnel. Et dans ce cas-là, on trouve une fragilité. Cette fragilité, c'est une porte ouverte à éventuellement une emprise d'entité ou de quelque chose de plus négatif. Donc vraiment, c'est une séance à pratiquer avec extrême précaution. Ouais, moi, j'ai quand même du mal, bizarrement, avec tout ça. C'est pas que j'y crois pas, hein. Moi, je n'affirme rien dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des théories quand même scientifiques qui apparaissent, on a entendu parler. Du coup, en l'occurrence, une équipe de scientifiques canadiens, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, qui avait fait des recherches à ce niveau-là parce qu'ils s'étaient aperçus que c'était un gros phénomène et qu'ils voyaient pas mal de jeunes pratiquer le Ouija. En l'occurrence, souvent avec Halloween. Et ils avaient fait pas mal de recherches et ils avaient fait souvent de temps en temps des liens suite à des expériences qui prouveraient, selon eux, que notre inconscient aurait quand même un rôle à jouer, en tout cas, sur les mouvements de la goutte ou du verre ou peu importe. Après plusieurs tests où tout simplement il y avait une personne qui était... il faisait croire en fait aux personnes qui avaient un... Comment dire, pas un détracteur, mais une personne qui faussait en fait le Ouija. Ils faisaient croire ça, les scientifiques, en fait, aux cobayes. Mais en fait, il n'y avait personne c'était juste pour faire croire tout simplement que tout était faussé. Et en fait, ça bougeait quand même. Et c'est assez surprenant pour le coup. Et après, ils avaient fait des études avec les réactions du cerveau et de l'inconscient. Alors effectivement, je te rejoins un peu là-dessus, Mika, puisque il y a aussi un principe de phénomène de groupe, des fois, qui peut gérer par un effet idéomoteur, c'est-à-dire qu'on va avoir des micro-impulsions qui vont être générées dans les mains, qui vont pouvoir générer un mouvement. Très souvent, ce phénomène de groupe peut accentuer par la volonté le fait de faire bouger un objet. Maintenant, il faut qu'on puisse faire une différence entre
des séances qui sont faites un peu, encore une fois, dans le jeu, où les gens vont faire un peu, vont vouloir faire dire à la goutte ce qu'ils ont envie d'entendre, et ce que vont faire aussi certains médiums, hein, ils vont être capables de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et le fait de risquer de tomber sur quelque chose d'un peu plus concret. Il faut pas. J'en revenais à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on fait une séance de Ouija, on ouvre une porte. Le problème sur le fait qu'on ouvre une porte, c'est que on ne sait pas sur qui on tombe. Très souvent, des gens vont vouloir contacter des membres de leur famille ou des personnes qui leur étaient chères pour pouvoir communiquer. Et la problématique de ça, c'est que quand on tombe sur quelque chose de négatif, ils vont avoir accès à certaines informations, ils vont pouvoir vous dire ce que vous avez besoin et envie d'entendre. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Mais au-delà du négatif, moi je dirais surtout le problème, comme tu dis, c'est que tu sais pas sur qui tu tombes tout court. C'est-à-dire que même quelqu'un de l'autre côté qui pourrait te dire oui, je suis ton père, c'est pas forcément ton père. En fait, on ne sait pas à qui on a affaire. C'est là toute la limite pour moi du Ouija, si tu veux. C'est que parfois tu veux contacter quelqu'un en particulier qui va peut-être se faire passer pour un proche, alors qu'en fait c'est pas du tout. Enfin voilà, t'as personne en face. Puis parfois les gens aussi vont mettre beaucoup de. Il y a un côté, alors je le dis parce que j'ai fait la même. La première fois que j'en ai fait une qui a, entre guillemets, fonctionné, on s'est mis à poser plein de questions sur notre avenir, ce qui est juste totalement ridicule, si tu veux, parce que c'est pas parce que tu es un défunt que tu vois forcément l'avenir. Et moi, ce jour-là, je pense qu'on était tombé sur quelqu'un c'est marrant de dire ça, mais qui était un bon farceur et qui nous a bien raconté n'importe quoi pendant 1 heure, si tu veux. Donc, t'as effectivement le côté négatif, mais au-delà du négatif, t'as le fait que de toute façon, t'es pas du tout sûr de tomber sur la personne que tu voulais contacter. Ouais. Oui. Pour rebondir à ce que disait Mika d'ailleurs par rapport à ça, c'est que quand les études ont été faites par les scientifiques pour déterminer si l'Ouija était quelque chose de concret ou pas, sur les tests qui ont été réalisés, ils ont décidé de bander les yeux à certaines personnes pour pouvoir voir s'il y avait des réponses cohérentes. Et à la suite de ce test, ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient les yeux bandés avaient des mots qui disaient un peu n'importe quoi. Donc c'est assez particulier, c'est difficile de pouvoir donner une réponse exacte, parce que malheureusement aujourd'hui on n'en a pas. Moi, des expériences que j'ai pu avoir et que j'ai pu constater, et des personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont pratiqué, ont été suffisamment déstabilisées par ces séances pour décider de ne pas... Pour décider pardon ? De ne pas recommencer. D'accord. Je vais juste répondre rapidement à Emmanuel. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, non, il n'y a pas d'autre moyen pour le moment en tout cas. Pour l'instant, c'est exclusivement sur Facebook. Et du coup, on avait une question. J'ai vu ça, c'était Jordan qui a posé cette question, Jordan Reich. Pour le Ouija, il faut une planche bien spécifique, non ? Et pas avec n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment un type de planche spécifique, un bois, une façon de fabriquer ? Est-ce que il y a des choses à savoir ? Alors, théoriquement, une planche de Ouija, effectivement, c'est une planche en bois qui est gravée ou une planche en plastique maintenant. Mais pour faire du Ouija, c'est pas bien compliqué techniquement. On a juste besoin de lettres d'alphabet, de chiffres et d'un oui et d'un non. Hein. Donc, concrètement, on pourrait le faire avec beaucoup de choses. Avec un jeu de Scrabble, par exemple, on peut être capable de fabriquer de quoi faire un Ouija. Ça fait bizarre que tu dises ça comme ça. Même avec un Scrabble, on pourrait. Non, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais oui, complètement. Ouais, s'il y a des mots qui comptent triple. Hein. Exactement, ça peut compter triple. On a quand même quelques commentaires, ça suscite quelques réactions, a priori. Une entité est télépathe, donc on leur donne nous-mêmes la réponse sans le vouloir. Je rejoins Elena là-dessus, parce qu'effectivement, une entité va avoir la possibilité d'aller scanner les pensées de la personne qui est présente. Donc, elle peut nous dire ou nous faire parvenir un message qui va correspondre à nos attentes. Ah, c'est surprenant. Après, il y a aussi le fait que ça vienne puiser notre propre énergie, du moins la personne qui pratique le Ouija durant la séance.
Et on revient encore sur le fait qu'ils ont la force de lire dans notre esprit, donc on revient sur le côté télépathie pour le coup. Ouais. Ouais, c'est... après, ça commence à réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Des questions ou même des anecdotes, soit par le chat, soit pareil, encore une fois, de vive voix à travers notre Discord. Et pour le Ouija, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques. On est même parlé jusqu'à la possession comme tout à l'heure. Donc c'est assez troublant. Bon, en tout cas, pour ma part, pour la seule fois où je l'ai pratiqué, même si c'est pas une fois où j'ai voulu le faire, c'est durant une enquête d'un ami qui est aussi sur YouTube, Jordan Perrigo en l'occurrence. Et j'avoue avoir eu la sensation, mais maintenant, voilà, pour moi, je dirais pas que c'était une réaction ou quoi que ce soit. J'ai toujours peur de l'effet, je vais pas dire placebo pour le coup, mais parce que placebo c'est encore un peu différent. Mais à force d'appréhender ou de croire ou d'avoir peur de croire, est-ce que justement on aurait des réactions? Je parle pas de bouger la goutte, mais ça peut être des réactions visuelles ou touchées. Moi en l'occurrence, j'ai eu presque l'impression d'avoir eu quelque chose à l'épaule à ce moment-là. Ça m'avait un peu effrayé sur le coup, même bloqué. Mais je dis pas que je suis persuadé, mais il y a toujours un côté de nous qui dit dans la tête, bah c'est peut-être nous quoi. Peut-être nous ça travaille avec l'appréhension. Et je pense que ça peut être possible aussi, Et là on a... Ouais, vas-y. Non, mais de toute façon, on sait bien qu'on n'a pas encore tout compris du pouvoir de notre inconscient, hein, dans l'absolu. Donc, comme tu dis, ça peut être une part de nous. Après, bon, sur les expériences négatives, je sais pas si les gens qui ont vécu des expériences négatives, tu vois, le verre qui explose, mon ami qui avait son collier qui s'est mis à la brûler, je suis pas sûre que ce soit toi qui te le fabrique, le fabrique tout seul. Donc, il y a quand même quelque chose. Mais par contre, oui, la sensation peut-être d'avoir été touché, ça c'est possible que tu l'aies fabriqué, tu vois, pour le coup. Moi, personnellement, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ce genre de choses, je n'ai jamais rien ressenti. Hein. D'ailleurs, la première fois que ça a fonctionné, je suis ressortie en me disant je suis pas plus avancée, je peux pas dire que j'y crois ou j'y crois pas, tu vois, malgré le fait que j'avais un verre qui avait bougé tout seul pendant toute la soirée, quoi. Donc, tout le monde ne ressent pas forcément à côté, ne va pas ajouter, je sais pas, ressentir des énergies ou des vibrations ou autre chose. C'est pas forcément le cas. Parfois, ça peut vraiment être très assez banal en fait. C'est ça qui est étonnant, tu vois. Par contre, il commence à avoir des questions. Juste avant d'aller plus loin, il y a une personne qui demande ce qu'est le bas astral, parce que voilà, on l'a déjà entendu. Certaines personnes aussi ont écrit ce terme dans les commentaires. Avant d'approfondir tout ça, qu'est-ce que le bas astral pour le coup? Pour éclaircir tout le monde. Alors, le bas astral... Alors, avant de parler du bas astral, il faut qu'on définisse ce qu'est une entité. En fait, il y a plusieurs types d'entités. On a les entités de personnes désincarnées. Donc, c'est des personnes qui ont eu un vécu et qui sont décédées et qui se retrouvent coincées ici après leur décès. Donc, on va parler d'entités désincarnées. Et on a effectivement les entités du bas astral. Les entités du bas astral, ce sont des entités qui n'ont pas été incarnées et qui ont une tendance à être négatives. Elles vont avoir, j'ai envie de dire, comme fonction, comme but, d'aller pourrir ou détruire la vie des gens. Autant dire que tu parles quoi, de démons, des choses comme ça? Alors, si je devais les qualifier, il y a comme sur le monde angélique, il y a une hiérarchie sur le monde négatif. Et le bas astral, les entités du bas astral, c'est le premier échelon dans le négatif. D'accord. Après, on va avoir plus costaud, on va pouvoir rentrer sur effectivement une notion de démon et ainsi de suite. Ok. Et du coup, ça permet de rebondir sur une question que Florence pose. Comment être sûr qu'on communique avec des proches lors d'une séance, donc des proches décédés, et pas plutôt une entité qui souhaiterait nous berner, le côté farceur ou trompeur? Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas. Pour moi, il n'y a aucun moyen d'être sûr de la personne avec qui tu communiques. Comme ajoutait Doc, effectivement, l'entité peut capter tes pensées ou scanner un petit peu ce que tu penses. Donc, il peut utiliser ça pour peut-être apporter des pseudo-preuves ou des choses comme ça.
Et finalement, oui, non, il n'y a aucun. Pour moi, hein, après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, par ce biais-là, il n'y a aucun moyen d'être sûr de la personne avec qui tu communiques. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. On n'a aucun aujourd'hui moyen de savoir réellement avec qui on est en communication. C'est pour ça que se lancer dans ce genre de pratique peut, encore une fois, être dangereuse. Après, pour ceux qui malgré tout, souhaiteraient le faire quand même, parce qu'il y en a toujours qui ont envie d'essayer ce genre de choses, bien faire attention, bien prendre des précautions avant de se lancer dans ce genre de choses, bien allumer une bougie, ne pas être seul, éventuellement s'entourer dans un cercle de gros sel, de minimiser au maximum. Mais vraiment, je vous déconseille quand même ce genre de pratique. Alors oui, la bougie est une protection, tout à fait. Par contre, pareil, on revient là avec une question de Jordan qui... Bon, on en a vaguement parlé tout à l'heure déjà. S'il y avait un rite à respecter. Donc ouvrir une séance durant la séance et pour la clôturer. Bon, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais vous pouvez faire un rappel si vous voulez. Oui, alors bien sûr. Alors, avant de commencer une séance, bien évidemment, c'est ce que je disais, il faut commencer par se protéger, donc allumer une bougie. Éviter de poser certaines questions, parce qu'il y a certaines questions qui peuvent être très nuisibles, auxquelles on est sûr d'ouvrir des portes qui sont négatives, ne pas demander quand est-ce que vous allez mourir, et ainsi de suite. Ne pas le faire seul, parce que là aussi, dans le cas où il se passerait quoi que ce soit, il est très difficile de pouvoir mettre fin à la session. Ne pas le faire n'importe où, évitez de faire ça chez vous, parce que si le verre se casse ou que vous n'arrivez pas à refermer la session, l'entité restera coincée dans votre domicile, et dans ce cas-là, c'est un risque de pollution permanent. Et du coup, est-ce qu'on peut se protéger? Ça, c'est une question justement de Christopher Wagner, pour le coup. Est-ce qu'il est possible de se protéger d'esprits farceurs, comme vous dites bas astral en l'occurrence? Est-ce qu'il est possible de se protéger? Que ce soit... du coup, Enig aussi peut largement participer vu qu'elle est hypnothérapeute. Est-ce que c'est possible aussi ou pas? Alors, moi, je fais des séances de contact avec les défunts, mais par l'hypnose. Et Par l'hypnose, pardon, personnellement, j'ai pas un rituel, enfin, comment dire, je vais faire une prière, on va dire, ou une méditation avant la séance, mais je ne vais pas mettre de bougie ou de choses comme ça pendant la séance. Je pense que l'état d'esprit dans lequel que ce soit la Ouija ou autre, peu importe ce que tu vas utiliser comme transcommunication, hein, je pense que l'état d'esprit dans lequel tu es compte beaucoup. D'une certaine façon, si tu es dans la peur, je pense que tu as plus de chances potentiellement d'attirer des personnes des entités peut-être plus ou moins négatives. Maintenant, tu vois, par l'hypnose, il ne m'est jamais arrivé de contacter des entités négatives. Donc, et tous les gens que je connais qui font ça, c'est pareil, il n'aurait jamais rien arrivé dans ce genre-là. Donc, je pense que l'état d'esprit, effectivement, compte beaucoup. Et puis voilà, faire élever, on va dire, d'une certaine façon, le taux vibratoire par la demande que tu vas faire, par ce que tu vas dégager. Ça joue beaucoup dedans. Après, moi, je ne fais pas plus que ça. Avec la Ouija, je t'ai dit, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, c'était pour une émission. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je pratique. Je trouve pas ça très pratique d'ailleurs, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Du coup, oui, ce jour-là, ce que disait le doc, mettre une bougie, faire une prière, des choses comme ça. Mais pour le reste, personnellement, ça se contient dans une méditation et essayer d'avoir d'y aller avec le cœur, en fait, tout simplement. Alors moi je vais aller un petit peu plus loin dans ton explication, parce que il y a des choses avec lesquelles je suis en accord, d'autres avec lesquelles je me dis que ça vaudrait quand même le coup d'approfondir un petit peu. Se protéger réellement d'entités du bas astral, aujourd'hui c'est compliqué dans la mesure où personne n'a de manuel concret pour lutter contre ces choses-là. C'est pour ça malheureusement aujourd'hui que dans certains rites religieux, il y a de plus en plus d'exorcismes, parce que il y a certaines choses qu'on a du mal à maîtriser. Se protéger complètement, c'est jamais très simple, parce que hormis ceux qui ont pu recevoir des formations
en soins, en énergétique et qui travaillent dans ce domaine-là, ouvertement aller s'engager dans ce genre de choses, à se dire, moi je suis formateur, hein, en plus en radiesthésie et en magnétisme. J'ai des stagiaires à moi qui ont voulu se confronter à ce genre de truc dès le début de leur formation et qui en sont revenus très rapidement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas encore prêts. Je pense qu'il y a tout un travail de préparation autour de ça. Il y a des outils aussi qui peuvent aider. Il y a des pendentifs, il y a des prières, il y a plein de choses à recevoir. Mais vraiment pas se risquer sans des protections adéquates, mais qu'on ne pourra pas présenter là tout de suite malheureusement. Et donc là tu es toujours sur le Ouija particulièrement, ou tu veux dire... Parce que tu vois, par exemple, tu as Florence qui demande, qui parle de l'écriture automatique, quelqu'un qui voudrait faire de l'écriture automatique, est-ce que tu lui conseillerais aussi d'allumer une bougie, de faire une prière, mettre un collier, enfin, tu vois? Ah oui, j'irais sur les mêmes... oui, parce que le problème de l'écriture automatique, c'est qu'encore une fois, on va essayer de se connecter à quelque chose d'autre, et au préalable, on ne saura pas du tout à quoi on va se connecter. J'ai connu personnellement des gens qui se sont testés à l'écriture automatique parce qu'ils ressentaient le besoin de le faire, à en avoir la main qui tremblait, à avoir besoin d'écrire quelque chose. Et le pire, c'est qu'en plus, ce qu'ils écrivaient, ça avait du sens et eux ne comprenaient pas spécialement à quoi ça correspondait. Et ils en ont été à être dérangés la nuit, à avoir les draps, la couette arrachée, et ainsi de suite. C'est des choses que j'ai vues, ça. Donc... là-dessus aussi, il y a une notion de risque sur laquelle il ne faut pas être négligent. Ok. Ouais, c'est assez intriguant pour le coup, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de phénomènes, parce que ça revient de temps en temps, un peu des 4 potions. Il y a eu Max tout à l'heure, j'ai vu ça, qui a relaté une anecdote avec sa mère étant plus jeune, plus ou moins 14 ans. Et c'est vrai qu'il y a des histoires assez connues en soi, par exemple, celle qui parle le plus en tout cas, c'est forcément c'est l'exorciste, clairement, qui à la base, tout part de la Ouija. En tout cas, on parle de l'anecdote, du fait réel qui a inspiré le film L'exorciste de Frank Friedkin, je crois, quelque chose comme ça de tête. Et à la base, c'est un gamin de 13 ans, si je dis pas de bêtises, qui pratiquait une séance de Ouija avec sa tante, chez sa tante. Et au final, ça s'est très très mal passé. Et il aurait été possédé suite à ça. Sa tante aurait même trouvé la mort peu de temps après quelques phénomènes paranormaux. Et du coup, ils ont fait appel à un prêtre qui était le prêtre Hugh James, quelque chose comme ça. Pareil, encore de tête. Et il a dû faire appel à des frères jésuites à l'époque, carrément, pour pratiquer plusieurs séances d'exorcisme. Parce qu'une seule séance n'avait pas fonctionné. Ils ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'enfin pouvoir libérer l'enfant à l'époque. Et j'ai toujours du mal à me dire qu'une personne est possédée suite au Ouija. Pour moi, c'est presque sensationnel, je veux dire, parce qu'on s'imagine qu'une personne possédée, que ce soit par le Ouija ou par autre chose, mais en l'occurrence là par le Ouija, bon, c'est peut-être pas forcément... tout le monde s'attend un peu à ce que ce soit le type l'exorcisme. Vraiment, on a la personne qui parle mal, je veux dire, au visuel, etc. Mais une personne possédée, ça peut ressembler à quoi vis-à-vis du Ouija, si ça existerait vraiment? Une personne possédée, c'est une personne qui va d'un coup avoir quelqu'un qui va l'incorporer et qui va du coup avoir un changement de comportement important. Aujourd'hui, ça peut se manifester comme des moments de crise de colère incontrôlable, mais qui n'appartiennent pas à la personne. Alors, je sais qu'on peut y mettre aussi certaines pathologies là-dessus, mais la plupart des gens qui vivent ça sont malheureusement très sains d'esprit, ou heureusement pour eux, et ils ont vraiment la sensation de subir cet état de fait. Je me suis retrouvé déjà confronté à des personnes qui étaient sous emprise d'entités. On le voit littéralement dans leur façon d'être, dans leur regard, dans leur façon d'agir, où on se retrouve confronté complètement à une autre personne qui va avoir une autre intonation de voix, ça peut être très très déstructurant de se retrouver face à une personne qui est sous emprise. Et quand tu appelles ça d'humeur, on va dire au changement d'humeur, ou qu'est-ce que concrètement ça serait quoi, ou quel genre de choses?
Tout simplement un bête saut Ben, d'humeur, je veux dire, ou vraiment quelque chose de plus virulent? non, pour faire simple, quelqu'un qui peut être très, très agréable, très doux, très conciliant en temps normal, qui d'un coup va devenir une personne qui devient agressive et qui est prête finalement pour un rien à vous sauter la gorge alors qu'elle n'est pas du tout comme ça d'habitude. Alors, du coup, j'ai une question à te poser, Doc, parce que là, on parle des possessions euh, entre guillemets négatives, non pas qu'il y ait des possessions vraiment positives, mais j'imagine que tu peux aussi être possédé par une entité qui serait pas forcément agressive ou autre. Et du coup, est-ce que tu peux quand même te rendre compte que la personne n'est plus vraiment maîtresse d'elle-même? Enfin, ça existe, parce que souvent on parle toujours de, effectivement, des possédés, on pense tout de suite limite démons ou autre, mais une possession, ça peut se faire finalement par des entités différentes, non? Alors oui, tout à fait. On n'est pas forcément dans une possession comme dans le cadre de l'exorciste où d'un coup la personne va avoir la tête qui pivote à 360 degrés. Et voilà. Moi personnellement, ça j'en ai jamais vu. Maintenant, on peut se retrouver sous une emprise d'entité, une entité désincarnée, j'entends, et pas pour le coup une entité du bas astral. Et en fait, je rebondis sur ce qu'Olivier dit. Effectivement, aucune possession n'est positive parce que une Oui, c'est pour entité, ça que je pour dis entre pouvoir se guillemets. maintenir, va avoir besoin de puiser dans votre taux vibratoire, dans votre énergie vitale, pour pouvoir se manifester. Et elle va pomper toute l'énergie qui vous entoure. Mm, mm. Donc concrètement, c'est quelque chose dans tous les cas qui est très déstructurant, qui peut provoquer des problèmes de santé, qui peut provoquer des séparations, qui peut provoquer plein de choses, et quand même vers quelque chose de très très négatif. Alors, de base, une entité désincarnée, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui est parti et qui n'a pas eu l'opportunité de pouvoir passer de l'autre côté. Mais par le fait qu'elle soit coincée ici, elle va être déstructurante pour les gens qui sont vivants autour. Et les signes sont les mêmes du coup, c'est-à-dire que comment la personne a réagi, comment tu peux te rendre compte que tu as un ami ou un frère ou une sœur qui serait possédé quand tu n'es pas dans des cas extrêmes. Alors, très souvent, c'est des gens qui vont avoir essayé un petit peu tout en médecine, ils vont avoir des symptômes un peu inexplicables, ils vont être très fatigués, ils vont avoir des comportements de colère, ils vont avoir... Donc les signes sont quasiment les mêmes, C'est sauf les que... mêmes. Ouais, ça va être quasiment les mêmes, sauf qu'il y a la différence, c'est que quand on est sur du bas astral, ça devient beaucoup, beaucoup plus agressif. On va se D'accord. retrouver avec des personnes qui peuvent avoir des marques sur le corps, des griffures, des brûlures, qui vont s'auto-mutiler des fois malheureusement, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui les dérange chez eux et qu'ils ne peuvent pas expliquer, qu'ils ne peuvent pas comprendre. D'accord. Ok, et du coup, il y a la notion dont tu as parlé tout à l'heure de possession, mais j'ai déjà entendu parler de certaines choses. Donc peut-être que du coup, vu qu'on parle pas de possession positive, vu que ça a fait... on a eu le commentaire d'Olivier, pour le coup, mais Mm. est-ce qu'on a au-delà de la possession, donc autre chose, donc si on devait parler de personnes, d'entités, de défunts, donc on a quand même la notion de pouvoir avoir un défunt qui s'attachait, ou une entité qui s'attachait à une personne, non? Ou pas? Alors oui, on peut avoir une notion d'une entité qui s'est attachée à une personne, par exemple, on peut se retrouver dans le cas où des fois on perd un membre de notre famille, et la tristesse fait que les gens le retiennent, c'est-à-dire l'empêchent de partir, et cette entité, du coup, qui n'est pas une entité négative de base, va rester coincée auprès des proches, mais malheureusement, du fait qu'elle ne puisse pas aller au-delà de continuer son chemin, elle va continuer du coup à puiser dans les énergies, et indirectement, du coup, elle va devenir une source de pollution. Et du coup, c'est quoi la réelle différence? Possession et avoir quelqu'un d'attaché alors, ou quelque chose attaché à soi. Techniquement. Quand on est dans le cadre d'une possession, on est vraiment dans le cadre. Alors c'est pour ça que je fais la différence entre une entité qui va s'accrocher à des gens et une possession. La possession, ça veut dire que finalement l'entité a trouvé une porte d'entrée chez les gens et elle s'y installe pour faire quelque chose, pour vivre sa vie par procuration. Là, on est vraiment dans le cadre d'une possession. Quand on est dans le cadre d'une entité présente parce qu'elle a été retenue par la famille, elle n'est pas forcément en incorporation. Mhm. Si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, bon, Ouais, moi je le vois. j'ai saisi, ouais, on a saisi. Aujourd'hui, une entité peut être attachée à un lieu, peut être attachée à des personnes, euh, Un objet. un objet, effectivement. Enfin, alors, c'est un peu plus rare, mais effectivement, on en a entendu parler hein, avec Annabelle. On a entendu parler de cette notion d'objet qui transportait quelque chose. Ou ce qui a pu être véhiculé avec Chucky il y a quelques années. Bon, alors là, on est dans le romancé, mais effectivement, on peut véhiculer des choses. Il faut savoir qu'un objet, comme un lieu, comme des pierres, ont une mémoire. Et cette mémoire garde l'imprégnation de tout ce qui a pu se passer. Ok. Ok. Alors je regarde juste rapidement un peu. Je rappelle que vous pouvez évidemment interagir avec nous en intégrant le Discord. Donc Antoine, n'hésite pas à mettre le Discord dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, à participer avec nous, encore une fois, de vive voix. Si vous avez vraiment quelque chose à échanger, que ce soit une anecdote à ce niveau-là, mais surtout une opinion vis-à-vis de tout ça. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la suite du débat concernant la Ouija, avec la fameuse question: comprenez-vous la vente de Ouija dans les hypermarchés? Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques quand même. On a entendu parler d'Auchan 2019, qui a fait grincer... Qui a vraiment suscité une opinion hyper négative, en tout cas de la communauté du paranormal. Il y a eu Hasbro aussi qui a sorti des jeux, des jouets, pour eux des jouets en tout cas, mais qui étaient des planches de Ouija. Et du coup, est-ce que vous comprenez dans les commentaires la commercialisation de planches de Ouija, et du coup ça rend ça accessible à tout le monde, et réduire ça justement à de simples jeux ou jouets. Et du coup, on pourrait offrir facilement ça à Noël, à un anniversaire, peu importe l'occasion. Et du coup, c'est quoi votre opinion dans l'équipe? Emeline, je te prie. Vas-y. Ouais, j'aurais juste différencié, pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis vendre ça, c'est parce que t'as effectivement Auchan qui avait carrément dans vendu l'hypermarché, des planches qui étaient pour les enfants. Enfin, il y avait des planches roses, il y avait un petit peu c'était clairement pour les enfants et les ados. Hein. Et après, tu as ceux qui est vendu, bon, je pense pas que ça passe dans un hypermarché, ça c'est sûr, dans l'absolu, mais tu as ce qui est vendu pour les adultes. Les adultes, bon, qu'ils achètent une planche ou qu'ils la fassent eux-mêmes, enfin, je veux dire, après, chacun est responsable de ce qu'il fait aussi, si tu veux. Maintenant, je pense que, bon, c'est quand même, a priori, quand tu veux faire quelque chose dans le milieu de l'ésotérisme, on va dire, il vaut mieux aller dans une librairie ésotérique à Auchan ou à Carrefour quand même. Hein. Ça me paraît un peu, ne serait-ce que pour avoir des conseils, justement, que tu n'auras pas dans un hypermarché. Donc, dans l'absolu, tout ce qui était pour les enfants, effectivement, moi je trouve ça juste inadmissible. Je vais pas rentrer plus dans les détails, je pense que tout le monde comprend pourquoi. Par contre, pour les adultes, voilà, comme je dis, ça n'a pas sa place dans un hypermarché, mais dans l'absolu, je vois pas pourquoi ce serait interdit d'être vendu. Tu vois. En fait, ce qui est vraiment ciblé en l'occurrence, c'est des magasins lambda ou un peu inattendus vis-à-vis de tout ça. Maxi Toys, Jouet Club, Auchan, vraiment des magasins où tu vas faire tes courses avec ton gamin, par exemple, ou faire tes courses alimentaires, peu importe. Mais je parle vraiment hormis les magasins spécialisés, les points de vente spécialisés comme librairie, comme tu as dit, ésotérique, des choses comme ça. Vraiment, ce qui est ciblé en l'occurrence, c'est les grandes surfaces, les magasins de jouets. C'est vraiment ça qui est au centre du débat pour le coup. Pour moi, ça n'a pas sa place effectivement dans ces lieux-là, parce que ouais, on l'a bien vu depuis tout à l'heure, quand tu fais une séance de Ouija, tu as quand même besoin de savoir où tu mets les pieds. Et le vendre en grande surface, c'est vraiment donner le côté de faire croire que c'est un jeu, en fait, si tu veux, et c'est pas juste un jeu, ça donne l'impression que c'est totalement inoffensif. Bon, moi, personnellement, n'ayant pas eu des expériences négatives, je n'ai pas cette idée, je n'ai pas cette image de quelque chose qu'il faut absolument pas faire, ou qui serait extrêmement dangereux si on est bien accompagné et qu'on le fait correctement. Je trouve juste que ça n'a pas spécialement d'intérêt dans l'absolu, mais du coup, effectivement, de l'associer à une grande surface, ça donne cette illusion qu'il n'y a absolument aucun danger, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, je suis complètement contre le fait de le vendre dans un hypermarché. D'ailleurs, ils ont arrêté, non? Là, j'ai un doute. On en trouve encore. On en trouve encore. Ah ouais? Ouais, peut-être pas chez Maxi Toys, tout ça. Ni Auchan d'ailleurs, parce que voilà, ça fait un gros bad buzz.
Mais on en trouve encore de manière occasionnelle dans des grandes surfaces. Ouais. Ou D'accord, magasins de ok. jeux, on va dire indépendants, mais qui restent des magasins de jeux où jouer. Ouais, le jeu de jouet, oui, alors que c'est pas un jouet, tout simplement. Je crois qu'on a bien compris que c'était pas un jouet. Ouais. Vas-y, le toc. Moi, je suis assez d'avis avec ce que je suis en train de lire sur les commentaires du chat. Pour moi, effectivement, et merci Dom de le souligner comme ça, c'est comme si on disait à un enfant, prends un ballon et va jouer sur l'autoroute. Il y a une notion de danger et on ouvre les portes à quelque chose de négatif sans en prendre la mesure. Donc moi, aujourd'hui, qui suis père aussi, c'est le genre de jeu que je n'offrirai pas à mes enfants. Ah, là, j'ai l'impression que tout Après- le monde est du même avis, quoi. Dans les commentaires Après- ou dans l'équipe, alors. Moi, ça me paraît déraisonnable en tout cas. Ah oui, non, c'est pas un jouet, ça c'est clair. D'ailleurs, t'avais une anecdote, c'était au Pérou, je crois, où t'as une école qui a fermé pendant une semaine. C'était il y a 2 ans, en 2018. Une classe, il y a une gamine qui a emmené une planche de Ouija à l'école. Et tu as toute la classe, 27 élèves quand même, qui sont retrouvés à avoir un phénomène d'hystérie collective. Hein, ils ont appelé ça comme ça. Et du coup, pendant une semaine, ils ont fermé l'école. Alors après, tu as des parents qui ont emmené les enfants dans les églises du coin parce qu'ils avaient peur que les enfants soient possédés. D'autres qui les ont emmenés directement en hôpital psychiatrique. Et tu as quand même le ministère de la Santé péruvien à l'époque qui était obligé de rappeler, de faire une annonce pour rappeler que le Ouija n'était pas un jeu, tu vois, que tu pouvais, et surtout que les enfants et les ados sont extrêmement sensibles à ça. Je peux dire qu'aujourd'hui, ce jeu est vendu effectivement dans certains hypermarchés et grandes surfaces pour des enfants à partir de 8 ans. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ouvrir la porte au mal, je pense. Il faut vraiment faire attention à ça. Ok. Surtout le soir d'Halloween. Hein, je vois marqué Halloween. Mise en garde, on joue pas le soir d'Halloween. Non, maintenant, devant Halloween, on se pose devant l'émission. C'est mieux. mais ouais, bah là, clairement, c'est un débat, j'ai envie de dire, qui est un peu à sens unique parce qu'il n'y a pas une seule personne qui comprend plus ou moins la commercialisation dans le sens-là des hypermarchés. Tout le monde a l'air plus ou moins d'accord à ce niveau-là. Et même d'ailleurs sur les croyances, parce que j'ai pas une seule personne qui n'a dit qu'elle n'y croyait pas, en tout cas, parmi les viewers. Donc, à quel point le Ouija est assez ancré dans les têtes de tout le monde, je veux dire, parce que même au moment où ça a été commercialisé, ça a fait un énorme bad buzz. Donc c'est pas anodin, j'ai envie de dire. On a entendu parler dans les médias, mais on avait un peu tout le monde qui était un peu bouche bée de voir ça, quoi. Donc, on a un peu tout Parce le que monde même encore les gens qui n'y croient pas, parce que clairement, hein, si tu te dis, la personne qui s'est dit, tiens, je vais aller vendre ça dans un supermarché, part du principe que ça n'est pas possible que tu puisses ouvrir quoi que ce soit, tu vois, n'a pas d'idée d'au-delà ou quoi que ce soit. Et du coup, à partir du moment où tu penses que ça ne fonctionne pas et que c'est juste un jeu, tu te dis pourquoi pas. Mais si ça a fait un tel scandale, c'est que finalement même des gens qui n'y croient pas réellement, tu vois, dans le doute, parce qu'il n'y a pas que des croyants hein, qui ont dit mais attention c'est pas un jeu, etc. T'as aussi des intermédiaires, voire même des sceptiques qui disaient bon dans le doute, vaut mieux quand même pas tenter le diable, tu vois, comme on dit. Non, il vaut mieux offrir un Scrabble ou un petit bac à vos enfants plutôt que de leur offrir une planche de Ouija. Ah, moi j'étais fan, moi c'était du jeu où tu simplement t'avais, je sais plus comment t'appelais ça, tu devais opérer quelqu'un et tu devais faire attention à ne pas toucher. Voilà. Sinon c'est ça, c'est Docteur Maboul, voilà. Ah bah tiens, le doc. Voilà. J'ai été très mauvais d'ailleurs. Ah, j'étais pas trop mal, c'est vrai. J'étais pas trop mal moi pour le coup. Mais ouais, bah du coup le débat est un peu à sens unique. J'espère avoir au moins une personne qui soulève le débat et du coup ça aurait été marrant. Bah a priori non. Et mince raté. Bah du coup on va enchaîner et partir sur la suite du débat qui est Ouija. Alors est-ce que c'est un objet occulte ou un outil de communication? Parce que pareil, là je crois que c'est un peu la question où est-ce qu'on a vraiment une réponse à ce niveau-là?
Non, je pense pas, malheureusement, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est difficile d'avoir une réponse concrète par rapport à ça. Euh, je pense que pour certains utilisateurs aguerris, on pourrait effectivement le considérer comme un outil de communication. Euh, mais on est tellement dans l'incertitude qu'on peut faire quoi avec, et que ça peut être encore une fois dangereux. Donc, c'est difficile de se positionner par rapport à cette réponse, je pense. Bah, c'est quand même un peu en lien avec ce que la personne décide d'y mettre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux. Enfin, une chose en soi, et la table en soi, elle est assez neutre. Après, est-ce que c'est un objet occulte ou est-ce que un objet de communication, bah, ça dépend aussi comment tu décides de démarrer ta séance, tu vois. Moi, je trouve sincèrement que ce soit le Ouija ou si on pense au guéridon, des choses comme ça, c'est quand même vraiment pas l'outil le plus fluide pour pouvoir communiquer avec un défunt. Hein. Tu peux pas avoir un vrai message construit, long. C'est quand même c'est très poussif, hein, je suis désolée, c'est le terme qui me vient, mais je trouve ça quand même assez. Tu vois, il n'y a pas de phrases, enfin, ça reste des mots, des choses assez courtes. Et finalement, t'as pas vraiment de message clair ou profond hein, par ce biais-là. Donc, Non, je pense que beaucoup de gens le voient comme un relais, comme l'ancien ou le nouveau téléphone pour pouvoir communiquer avec l'au-delà. Mais c'est vrai que on n'a pas de. Les gens ont tellement besoin de te rassurer par rapport à la vie après la mort ou avec le fait de pouvoir avoir une suite de leurs défunts qui sont partis, que des fois ça peut être aussi un peu salutaire d'aller explorer ce genre de voie, surtout que le Ouija c'est quand même quelque chose qui, malgré le danger que ça peut émettre, est quelque chose de relativement accessible. Euh, donc c'est dans cet esprit-là qu'aujourd'hui les gens se tournent vers ça, c'est pour pouvoir avoir des réponses. Et des fois, est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les réponses? La question, très souvent, il y a des gens qui m'ont dit bon, j'aimerais avoir des infos sur la vie après la mort, sur ceci. Est-ce qu'il y a vraiment des entités? Pourquoi je les vois pas? Pourquoi je les ressens pas? Et il y a une grande discussion autour de ça et certains se disent ben oui, moi je veux voir pour croire. Et des fois, il faut juste croire pour voir. C'est pas faux. C'est pas faux, dit comme ça. Mais après, à rappeler quand même, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler rapidement tout à l'heure. À la base, si on doit parler du débat, donc objet occulte ou outil de communication, au moment où il y a eu le Ouija qui s'est un peu répandu, aux États-Unis en l'occurrence, parce que la source était venue du côté un peu indien. En tout cas, c'était des sœurs indiennes. Et du coup, il y a une société qui a commencé à lancer des productions de Ouija. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était pas mal utilisé comme outil de communication pour les défunts. En tout cas, c'était l'idée le plus répandue. Vu qu'il y a une grosse culture du paranormal dans l'histoire des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai oublié de le citer pour l'ancien débat, qui était avec la commercialisation, mais c'était considéré comme un jeu au moment de la commercialisation de la première grosse société américaine qui l'a fabriqué. Mais en tant que jeu et outil de communication, donc c'est assez bizarre. Comme l'idée qu'on a aujourd'hui du Ouija, et ce qu'on en a fait réellement durant toute son histoire. Donc à l'avoir commercialisé et aussi un outil où on pourrait communiquer avec un défunt ou peut-être autre chose. Et surtout que la licence, ça date de, si je dis pas de bêtises, ça date de 1900. La création doit dater de 1910 ou quelque chose par là. C'est la fin du 19e siècle. Ouais, c'est ça. Alors pour pas citer, je crois que c'était Parker Brothers au départ qui était l'éditeur premier des planches de Ouija. Et après, certaines entreprises se sont battues pour avoir le droit à la commercialisation de ces planches. Après le brevet, que le brevet SCC. Ils avaient à la base le monopole avec le premier brevet. Mais ouais, c'est ça. J'ai plus l'idée du nom, mais c'est certainement ça.
Mais il y a même une histoire, en l'occurrence, avec le Ouija durant sa création. Au moment d'avoir le brevet, que la société ait le brevet, il y avait l'avocat dans l'équipe des personnes qui lançaient l'entreprise. Et pour avoir ce brevet, ils ont fait appel à une médium qui était la sœur de cet avocat en l'occurrence, qui devait passer un examen avec une personne qui était anonyme jusqu'au jour de la séance, qui devait passer un test. C'était deviner le nom d'une personne de la famille, en l'occurrence la personne qui était le contrôleur. Et il y a un gros débat là-dessus, c'est qu'a priori cet entretien aurait été truqué parce que l'avocat en question aurait réussi à savoir qui s'occupait du contrôle et du coup aurait fait des recherches sur sa famille et sur le nom à donner durant la séance. Du coup c'est ultra énigmatique comme sujet parce qu'il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont vraies ou peut-être pas, hein, on n'en sait rien, on n'a pas de preuves concrètes et qui laissent un peu le doute planer quoi. Je trouve ça fou, jusqu'à aujourd'hui encore, d'avoir quelque chose d'aussi vague. Ouais. Et, on a une question de Christopher, en l'occurrence. Est-ce que des entités peuvent s'accrocher à une table de Ouija? Je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Je pense que oui, c'est possible. Tu en as parlé d'objets, non? Parce que la planche de Ouija, justement, elle peut être accrochée par quelque chose ou quelqu'un. L'entité va préférer s'accrocher à une personne qu'à l'objet, hein, de toute façon. Si elle en arrive à trouver une fragilité auprès des membres qui seront lors de cette séance, la priorité pour l'entité, ça va être de se positionner à un endroit où elle peut puiser de l'énergie. Donc ce sera d'abord à une des personnes avant de s'attacher à un objet. Ouais. Encore en l'occurrence, il vaut mieux en acheter une neuve qu'une d'occasion, c'est ça? De table oui, il vaut mieux acheter une table neuve qu'une table d'occasion. C'est sûr. Okay. D'ailleurs, on peut retrouver cette problématique chez beaucoup de gens qui aiment chiner, de se retrouver avec des objets qui ont une imprégnation qui est très très négative. Ouais. Ok. Du coup, je crois qu'on sait même pas au final, après tout ça, après cette discussion, est-ce que c'est un objet occulte ou outil de communication? Ou on considère quand même que ça reste plus un outil de communication? Ça reste. C'est quand même un outil de communication dans l'absolu, mais qui ne t'apporte pas de preuves qui ne t'apporte pas de preuves définitives. Hein, ça c'est sûr. Je voudrais juste rebondir parce que je vois que Florence disait finalement le meilleur moyen de communiquer avec des défunts, c'est de consulter un médium. Pour moi, il y a effectivement la médiumnité, mais après tu as aussi l'hypnose, comme je disais tout à l'heure. Tu as quand même aujourd'hui deux grands. Le docteur Charbonnier qui a développé sa TCH, et puis tu as également Jean-Charles Chabot qui a développé la PCD, donc c'est le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts. Trop long son titre. On va dire PCD, mais bon, on ne t'a pas dit ce que c'était, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc je l'invite à se renseigner là-dessus parce que c'est des outils justement, et la différence, et notamment tu as Olivier Chambon qui est médium et qui est formé à la PCD, et comme il dit, la différence c'est que le défunt tu l'as en face de toi en fait, tu passes pas par un intermédiaire, donc c'est quand même intéressant. Je trouve ça beaucoup plus riche pour le coup encore qu'avec un médium. Donc, d'ailleurs, qu'elle allait regarder le livre éventuellement des lives d'Olivier Chambon qui parle de ça, qui est médium et hypnothérapeute. Alors moi, je travaille avec des médiums. En l'occurrence, je travaille avec une médium qui fait du contact défunt. Des retours que j'ai pu avoir des clients qu'elle a pu avoir, ou même moi, les informations qu'elle a pu transmettre, ça a été très souvent très très probant. D'ailleurs, elle intervient dans le cadre d'intervention dans certains lieux où on a pu aller nettoyer. Quand je parle de nettoyer, je parle sur des nettoyages énergétiques ou justement des passages d'âme sur des entités qui étaient coincées, et on arrive à avoir des communications qui sont très très probantes. Donc je ne dénigrerai pas du tout cette communication via hypnose, mais effectivement on peut se retrouver avec des très très bons médiums qui vont vous dire des choses qui vont être très très probantes. Complètement. Le jour où on va parler de tout ce qui est médiumité, ça va être gros débat, je crois. Ça va être un gros débat. Ça va être gros débat. Honnêtement, il y aura des choses à dire, je crois. Parce qu'il faudra qu'on fasse la différence entre médium et médium. Et c'est là que ça risque d'être compliqué. Ouais. On a le médium qu'on a au téléphone, au 3615, où tu payes une facture à 160 balles et
Et au final, t'as juste appris que t'avais des problèmes d'argent. On va relancer les débats. Ouais. Ok. Ouais, ça peut arriver, ça, malheureusement. Ouais. Et du coup, On a surtout, des fois, on a des problèmes d'argent après les avoir eu au téléphone parce que c'est des Ça coûte cher. consultations qui coûtent cher. ça coûte cher avant de l'avoir au téléphone où tu attends déjà 25 minutes. C'est ça. C'est ça. À 40 € la minute. T'as fait vite le calcul, quoi, ouais. Et du coup, C'est est-ce ça. qu'on doit craindre la pratique du Ouija? La dernière question, au final, on va clôturer un peu le sujet. C'est est-ce que vraiment on doit craindre le Ouija, en tout cas que ce soit croyant, pas croyant, pratiquant, pas pratiquant? Parce que tout à l'heure, Ennick t'en a parlé, même ceux qui n'y croient pas vraiment, ils ont une certaine appréhension vis-à-vis de cet objet, ou de cette pratique. Oui, c'est ça, exactement, parce que tu as toujours tu te dis, bah, j'y crois pas, mais c'est jamais si ça marche et que je me retrouve avec quelque chose de négatif, ça fait peur, hein, complètement. Donc après, bah, pour clore moi le débat, bon, moi je me baserai juste sur ma propre expérience, donc c'est totalement subjectif. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de le faire parce que je me posais plein de questions. Je l'ai fait. Comme je l'ai dit, ça m'a pas vraiment amené. C'est pas ça qui m'a vraiment convaincue, on va dire, enfin, convaincue. Toujours un point d'interrogation, mais convaincue qu'il puisse y avoir un au-delà. Mais je suis contente d'avoir fait l'expérience. Je l'ai fait une première fois, comme je l'ai dit, avec des amis. Je l'ai fait 2 autres fois dans le cadre d'émissions avec des médiums. Et c'est de Doc me dit que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Et je dis pas que je conseillerais ou que je conseillerais pas, mais je pense que si on a vraiment envie de le faire et qu'on prend les précautions nécessaires et qu'on est bien entouré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, pour le coup, je vais être obligé de rejoindre Annie par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne pourra pas empêcher les gens de toute façon de vouloir le faire parce que beaucoup de gens ont envie de découvrir ça et ont envie de tester au moins dans les moments de jeunesse où on a ce phénomène, où on est emmené avec nos amis à vouloir tester ces choses qui nous sommes qui semblent inaccessibles finalement. Et donc de toute façon, certains le feront et on ne pourra pas y faire grand-chose. Maintenant, encore une fois, je vous le redis, que vous pensiez que ça marche ou que ça ne marche pas, faites très attention à ce que vous faites et à la manière dont vous le faites. Si c'est ça que je dois donner comme conseil, c'est allez-y avec prudence, ne faites pas ça n'importe comment, ne faites surtout pas ça sous emprise de quelque substance, quelle qu'elle soit, parce que dans ce cas-là, vous ne serez absolument pas maître de ce qui peut se passer. Donc vraiment, si c'est à faire, c'est de manière sereine, mais si vous pouvez éviter, évitez. D'ailleurs, on tient notre première personne dans les commentaires qui dit clairement que ça ne marcherait pas, le Ouija, ou du moins qu'il y aurait une raison plus ou moins rationnelle, avec Maxime, qui l'a pratiqué une trentaine de fois et qui dit que bah, rien en fait. Il pense que c'est plus l'inconscient du coup. Et d'ailleurs, un petit passage à salut Enig. Salut Maxime. Mais c'est vrai que moi, je pencherai pas pour cette idée, mais c'est toujours le fait que on n'a pas de réelle réponse après tant d'années d'existence et que c'est toujours aussi vague. Même s'il y a toujours une petite appréhension, c'est que il y a rien de concret. Bizarrement, il y a pas de concret, mais il y a pas eu de preuve formelle qui dit de but en blanc. C'est pas l'inconscient, c'est surnaturel quoi. Je trouve ça juste assez surprenant qu'après ces dizaines et dizaines d'années, on n'a toujours pas une réelle réponse. Moi, il y a toujours des questionnements. C'est ça que je veux plutôt dire. À propos de tout La ça. grande problématique, c'est que on a souvent besoin de se prendre le mur pour se rendre compte qu'il est là. Ça fait partie aussi de nos apprentissages de chuter. Alors si pour aujourd'hui et pour comprendre que le Ouija peut être dangereux, il faut en passer par quelque chose de négatif, bon, je trouve ça dommage, mais malheureusement ça fait partie de notre expérimentation à tous. Et ça peut être une solution pour apprendre qu'il peut y avoir une notion de danger. Ouais. Non, mais ça, c'est toujours un peu l'humain. Je veux dire, on est comme ça. On a besoin de connaître un peu l'échec pour rebondir ou de voir quelque chose pour y croire, comme on dit toujours. Tout à fait. Donc c'est une réaction qui est normale, je pense. Et après, on a même des personnes comme Aurélie qui dit que
Ah non, c'est concernant les baguettes en fait, elle dit que ça sentirait le fake. Mais ça on en parlera une autre fois concernant les baguettes, les pratiques en général, de tout ce qu'on peut voir sur internet, youtubeurs, enquêteurs, peu importe. On en parlera Aurélie durant une émission, ouais. Exactement. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire concernant le Ouija? À moins qu'il y ait une personne qui souhaite partager avec nous dans les commentaires quelque chose en lien avec la pratique dans l'équipe. Est-ce qu'on clôt à ce niveau-là ou il y a encore quelque chose à rajouter? Moi, je n'ai rien à ajouter. Moi, c'est après, si... Vas-y, Black. C'est vrai ce que je suis en train de dire, ce que dit Maxime par rapport à ça. Effectivement, sur certains textes qui ont été faits, sur les personnes qui avaient les yeux bandés ou qui avaient les yeux fermés, la goutte a tendance à partir un peu sur n'importe quoi. Donc effectivement, il peut y avoir cette notion où l'inconscient influence. Maintenant, encore une fois, il y a tellement d'incertitudes qui tournent autour de ce sujet-là que il y a quand même cette notion de risque. Et pour avoir vu se passer des séances avec des personnes en qui j'avais confiance et qui avaient un certain... J'ai envie de parler de fluide. Je rentrerai pas dans la notion de don parce que le mot don me dérange beaucoup, mais qui peuvent avoir certaines capacités entre guillemets médiumniques, vont pouvoir plus facilement diriger une séance de Ouija ou de verre et où il peut se passer certaines choses. Donc, y croire, ne pas y croire, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose autour de ça, c'est toujours délicat. Maintenant, je pense que la personne qui n'a pas vécu quelque chose autour de ça, tant mieux pour elle, parce que ça lui évite d'être confrontée à des choses qui peuvent être